Makon Maoum, il y a eu justement cette sortie de Cabral Libye à Levallois à Paris il y a quelques jours, qui a plutôt évoqué les statistiques, qui estime que les Camerounais sont suffisamment mieux pour savoir qui choisit. Il a évoqué des élections sur plusieurs années, l'élection présidentielle notamment, où à chaque fois, ce sont les meilleurs qui ont été portés au devant de la scène, sauf que le meilleur a toujours été Paul Biya. Mais je voudrais m'appuyer sur sa sortie avant, celle de Paris, où il a parlé de ces anciens qui devraient coaliser pour montrer l'exemple. Est-ce qu'on n'est pas là parti sur un conflit générationnel? Alors, je vais d'abord planter le décor en donnant la position constante du PCRN sur la coalition, qui est que la coalition augmente les chances de celui qui est choisi de gagner. Cependant, la coalition n'est pas une panacée. Et la présenter comme telle est faire le jeu du RDPC, parce que cela participe de la vulgate répandue par le RDPC qui veut que l'on croie dans l'opinion publique que si on n'est pas ensemble, on ne peut pas battre ce qu'il nomme abusivement le mastodonte, M. Biya-Paul, ce qui est de mon point de vue un géant au pied d'argile. Je peux vous le démontrer. Paul Biya et le RDPC sont redoutables, non pas du fait de leurs résultats politiques, non pas du fait de leur intelligence politique, mais davantage du fait de la fraude électorale qui s'est sophistiquée au fil des années. Sauf qu'il reste au pouvoir. Oui, c'est une réalité. Depuis 1992, nous, de l'opposition, sommes d'accord pour dire que le président de la République du Cameroun, M. Biya-Paul, ne gagne pas. Mais il y a aussi une constante, c'est qu'il ne perd pas. Il y a là une nuance qui est que s'il ne gagne pas et il ne perd pas, c'est bien parce que il y a une stratégie utilisée qu'on appelle la fraude électorale, et c'est elle qu'il faut adresser. Lorsqu'on parle aujourd'hui de mutualisation des forces, notre position sur la coalition est constante. Elle n'a pas bougé d'un seul iota. Elle repose sur un triptyque. D'abord, les candidats à l'élection présidentielle se retrouvent autour d'une table pour un programme minimum commun. Ensuite, on s'entend sur la surveillance du vote, parce que tout le monde se comporte aujourd'hui comme si tous les Camerounais, tous les candidats se mettent ensemble, sans surveillance du vote, on peut gagner, on perdra. Donc le plus important aujourd'hui, nous l'avons dit depuis 2017, si gagner M. Biya-Paul n'est pas la chose la plus difficile, démontrer qu'on a gagné, c'est ce qui est plus difficile. Et nous appelons nos pairs à nous réunir autour de la coalition sur la surveillance du vote. Mais si vous permettez, vous avez... Plus sur la candidature consensuelle, mais l'union sur la surveillance nous avons dit, c'est en trois étapes. D'abord, programme minimum commun. Ensuite, surveillance du vote. En troisième position, définition des critères qui vont nous permettre de dégager un candidat consensuel. Je rappelle, juste pour répondre très rapidement, que dans cette élection, des 11 candidats, il y en a un seul qui, il y a cela 6 mois, répondant à, je crois, Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale, a dit qu'il est disposé à se mettre derrière le candidat qui, au bout de ce processus, aurait la faveur des suffrages et qui a, c'est curieux, donné le nom d'un de ses concurrents qui est Maître Akeremouna. Je crois que vous pourrez interroger tous les autres. Personne d'autre n'a eu le courage de le dire. Madame, présentez la coalition. Parce que, vous savez, à l'occasion d'une élection présidentielle, on appelle souvent les hommes politiques à la responsabilité, mais les médias doivent aussi faire leur part, parce que c'est trop facile, tout est vrai, en même temps tout est faux, et puis les hommes de médias pensent qu'ils n'ont pas un rôle à jouer. Madame, lorsque vous focalisez l'attention de l'électorat camerounais sur la coalition, vous faites exactement le jeu du RDPC. Les médias ont envie de vous entendre. Et ils sont au contact des populations. On a par exemple vu que dans le Grand Nord, les sympathisants de l'UNDP et du FSNC ont demandé à Bello Bouba Magari et Issa Tiroma de coaliser. Des artistes également l'ont fait. Les médias n'ont pas imposé ce débat dans l'opinion publique. Encore que pour les deux, ce n'est pas difficile. Ils viennent du même département et ils ont en commun un passé dans le gouvernement de M. Biya-Paul. Mais je vais sortir d'un seul trait. Il faut que les Camerounais, en même temps que vous leur dites que la coalition est importante et que nous acceptons que la coalition est importante, il faut que vous disiez aux Camerounais que si en 1992, Bello Bouba Magari faisait coalition avec Jean-Jacques Ekindi et Maoto, il n'aurait pas gagné au vu des résultats officiels qui ont été donnés. Si en 1997, Augustin Frédéric Kodok, Albert Zongang, Ekindi et tous les autres, tous se mettaient ensemble, ils n'auraient pas gagné, M. Biya-Paul. Si en 2018, Kamto Maurice, Cabral Libye, Matomba, et tous les autres
les 7 candidats s'étaient mis ensemble, ils n'auraient pas gagné. Au vu des résultats, hein, parce que M. Biapol a eu 72%, tous les autres réunis n'ont pas eu 50%. Ce que j'essaye de vous dire, madame, c'est que lorsque je l'ai dit, je ne nie pas que la coalition est importante. Parce que si je reviens en 92, si M. Belobo Magari s'était réuni avec M. Nidjon Fondi de regretter mémoire, ils auraient gagné. Ce que les Camerounais appellent depuis 5 ans, je vais sortir par là, depuis 5 ans, c'est la coalition des têtes prépondérantes de l'opposition, que sont M. Libi et M. Kamto. Aujourd'hui que le pouvoir de Yaoundé a abusivement exclu M. Kamto Maurice de l'élection présidentielle, le choix du candidat consensuel du peuple du changement s'en trouve facilité. Il s'appelle Libi et il a un programme, un projet de rupture qui est présenté aux Camerounais. Makon Maoum, vous ne sortez pas ma question sur le conflit générationnel demain, au vu de la sortie de Cabral Libi, qui estime que les plus anciens devraient montrer l'exemple. Il faut comprendre que Cabral Libi a une trajectoire connue. Pour lui, le Cameroun de demain se fera avec, dans un subtil mélange entre la jeunesse, la vigueur de la jeunesse et l'expérience des bons vieux. Donc, pour nous, il n'est pas question de présenter le jeunisme comme un programme politique. Nous avons une constance. Nous avons un projet, nous avons des acquis depuis 7 ans que nous présentons aux Camerounais à l'Assemblée nationale, dans les exécutifs communaux et partout où nous sommes appelés à répondre de nos responsabilités face à la nation. Donc, nous n'avons aucun problème avec les candidats Issa, Bello et Akeremouna. Nous ne disons pas que leur âge pose problème, nous disons simplement que les aînés à la maison, je crois que c'est vous, la maman qui aiguillonnez votre enfant, qui lui montrez le chemin. Nous disons simplement que les aînés nous montrent le chemin. Docteur Matoké, vous qui avez été en contact d'une certaine façon, hein, je parle du groupe de Douala et du Manidem avec un certain de ces candidats, certains justement sont accusés de torpiller hein, l'unité pour préserver leur image personnelle. Qu'en est-il? Est-ce que cela est vérifiable? Est-ce que cela est fondé? Le jeu politique a ceci de... pas de bizarre, mais c'est un peu ça. Parfois, vous trouverez des gens qui balanceront à tort ou à raison telle ou telle chose sans véritablement le démontrer. Et c'est pas ça qui est le plus important. Je crois que, honnêtement, quand vous mettrez tous ces leaders politiques en face l'un de l'autre, ils se respectent tous, ils ne vont pas se rentrer dedans, ils ne vont pas s'engueuler. Moi, je ne vois pas de choses comme ça. Bon, avec les réseaux sociaux aussi, on trouve tout et n'importe quoi, sans que cela ait une objectivité. Une réelle objectivité. Il est raison, il est normal que dans un jeu comme ça, comme les élections, que certains coups soient portés. Mais le jeu politique a aussi ses règles. C'est des coups à base d'arguments, à base de ceci. Là, on respecte. Sans attaque personnelle, etc. C'est juste des arguments. Vous avez dit que nous pensons que, argument contre argument, le jeu politique devient plus intéressant. Et je crois que c'est sur ça qu'on devrait se concentrer, plutôt que sur des pseudo-joutes qu'il y a. Je ne veux pas se candidat en train de se battre, personnellement. Mais d'après vous, docteur Itoke, qu'est-ce qui freine cette coalition tant demandée par le peuple camerounais? Bon, vous refusez ces mots, des égos, ou je veux dire quoi, à cause des raisons personnelles, ou alors... On peut tout évoquer. L'absence de compromis. On peut tout évoquer avec légitimité. Il est normal que quand on se présente à une élection politique, qu'on ait des ambitions. Donc, on vient pour gagner. Donc, parfois, il y a quelqu'un, laisse-moi passer, laisse-moi mettre à ta place. Ce n'est pas toujours évident. C'est pas que je dis que c'est un débat qui devait être à base d'arguments. Parce que la personne qui gère un parti, qui le monte et qui arrive, forcément veut gagner. Cela va de soi. Et pour dire à quelqu'un, pousse-toi, laisse-moi te passer, colle-toi à moi, envoie-moi tes voix, il faut que tu aies des arguments qui puissent le convaincre. Bon. Ceci dit, devant cette disparité d'ambition et des égos, parce qu'il y en a beaucoup, justifiés ou pas, nous, et c'est la tradition de tous les partis souverainistes et révolutionnaires, nous sommes plus à l'écoute du peuple. Et c'est vrai qu'il y a une demande, même si elle n'est pas dite, il y a une demande d'unité de coalition. Mais au-delà de cela, il y a une demande
qui est plus en rapport avec le fonctionnement des institutions, la vie démocratique, les besoins des gens. Quand nous disons, par exemple, et c'est d'abord le consensus, c'est d'abord tout d'un programme, ce que nous voulons que dans les jours à venir, il doit se faire pour que les choses marchent mieux et que tous les citoyens se sentent intégrés. Je donne un exemple. Bon exemple. Qui entend parler des paysans? La voix des paysans, est-ce qu'elle a entendu ici? Est-ce qu'elle a entendu? La voix des ouvriers, est-ce qu'elle a entendu? La voix des enseignants, est-ce qu'elle a entendu? Là, je parle des syndicats, qui sont des organisations sociales, qui elles aussi ont quelque chose à dire. Quand, par exemple, nous disons, OK, cette personne qui vient, elle fait un seul mandat, pas plus. Mais pendant ce temps, elle doit permettre aux institutions de fonctionner. Par exemple, que l'agent qui doit arriver aux mairies et aux régions arrive et que ces régions travaillent et que l'on voie. Par exemple, qu'on laisse parler les syndicats, parce que les syndicats ne sont pas opposés au gouvernement. Les syndicats sont sur le terrain. Ils lisent, ils viennent exposer les difficultés qu'ils rencontrent, ils exposent leur vision et travaillent avec le politicien pour trouver la bonne formule. Le paysan, parce qu'il n'y a pas un syndicat agricole. Le paysan qui est là, personne ne sait comment il souffre, ce qu'il lui faut pour sortir sa récolte. On ne l'a jamais écouté. Et donc nous pensons donc que quand on va laisser toutes ces institutions fonctionner, les syndicats vont se développer. Les gens seront à même de dire, voilà ce que nous souffrons, voilà notre vision que nous avons. Et le politique est là pour ajuster tout ça, améliorer, apporter ce qu'il faut pour que les choses avancent. Vous savez, ces paysans, s'ils ne cultivent pas, s'ils ne plantent pas, nous ne mangerons rien en ville. Donc c'est cette vision où nous voulons que nous voulons un contexte où tout le monde, parce que la constitution du Cameroun en ce moment, si elle fonctionnait, si on le respectait, il n'y aurait pas de problème en tant que tel. Parce qu'il y a tous les problèmes, mais fondamentalement, si elle fonctionnait, si l'argent partait aux régions, moi j'ai un ami personnel qui est président d'une région, ce pays ici, il pleure tous les jours, il y a des projets. L'argent n'arrive pas. Il n'arrive pas. Donc, à un moment, nous voulons que les choses, et donc c'est ce qu'on s'assure, c'est que ce gars qui arrive nous promette qu'il fait un seul mandat. Pendant ce temps, il laisse les institutions fonctionner comme elles doivent être, comme elles devraient être. Parce qu'en fait, il y a un blocage de fonctionnement des institutions. On n'écoute pas toutes les voix. Mais maintenant, si on crée un champ où tout le monde s'exprime, marcher n'est pas forcément être contre l'ordre public. On marche juste parce qu'on veut faire entendre quelque chose. Et les marches sont organisées, contrôlées. On ne marche pas forcément pour détruire. Parfois, on marche parce qu'on veut exprimer quelque chose et entendre un écho qui ne parvient pas au sommet. Donc, ce concept est d'abord construit, comme tout à l'heure, on disait, il y a d'abord un besoin fondamental et qui est arrimé au peuple. Donc, quand nous disons, les gens ramènent tout aux partis politiques. Moi, dans les partis politiques, dans un fonctionnement de la République, il n'y a pas que les partis politiques. Hein. Tout à fait. Les associations, il y a plein de choses qui fonctionnent. Docteur Richard Itoke, permettez, on va s'intéresser tout au long de ce débat. À un moment, on va s'arrêter pour questionner la responsabilité ou alors l'apport de la société civile dans cette recherche de coalition. Claver Kodo, on parle de passe d'armes entre les candidats à l'élection présidentielle. Il y a eu cette sortie du premier secrétaire du PUS, Serge Espoir Matomba, qui, après tout ce qu'on a vécu sur la scène de l'opposition, a estimé qu'il s'en tiendrait à ce qui a été fait à Fumban et ensuite à Yaoundé. Sauf que à Fumban, on n'a pas pu trouver un candidat pour porter la voix des autres, au moins les 7 qui y étaient. Un peu plus tard, il a été difficile de faire un programme consensuel et jusqu'ici, c'est le blackout total. Qu'est-ce qui pose problème réellement? Je voulais rappeler à nos téléspectateurs et téléauditeurs que un parti politique n'est pas une épicerie. Un parti politique s'articule autour d'une idéologie. Coalition ou alliance, ça devrait s'inspirer. Alors, ça devrait s'inspirer justement des idéologies, ou alors des idéologies à converger dans le cadre d'un programme consensuel. L'une des difficultés qu'il y a eu à Fumban et à Yaoundé, c'est justement parce qu'il y a trop de divergences. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des partis qui sont de l'extrême gauche, d'autres qui sont de l'extrême droite, d'autres qui sont du centre. Il est très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire au Cameroun être de l'extrême gauche ou de l'extrême droite? Le PUR, c'est un parti socio-panafricaniste. C'est-à-dire, nous plaçons l'homme au centre
de notre démarche. Lorsque vous avez en face de vous un parti ultralibéral qui s'inspire du modèle, je ne sais pas de quel parti occidental, vous ne pouvez pas facilement converger. Et ça pose un énorme problème. Et comme les masses critiques ne sont pas assez matures, excusez-moi, à mon avis, elles ne sont pas assez matures pour pouvoir appréhender ces subtilités. On se trouve donc face à une revendication. Mais on a envie de vous retourner, ces masses critiques ont envie de vous retourner cette observation. L'opposition est-elle assez mature? Sinon, pourquoi elle n'arrive pas à trouver un consensus? Vous savez, les hommes sont exactement à l'image des programmes d'éducation, des enseignements qu'ils reçoivent dans leurs écoles. Le pire, ce n'est pas responsable des programmes d'éducation en vigueur au Cameroun. Ces programmes relèvent quand même de l'un des accords de coopération de 1959 qui est imposé au Cameroun depuis avant même son indépendance. Alors, nous sommes à l'image de ce qu'on nous a enseigné à l'école, même pas à la maison. Et moi, je me rappelle, étant tout jeune, on m'interdisait de parler ma langue vernaculaire dans la cour de récréation. Vous vous rappelez? Ils appelaient ça patois. Et ceux qui tentaient de le faire étaient sanctionnés. Lorsqu'on vous a aliéné à ce niveau, vous avez encore quel référent? Au-delà de ça, on se plaint tous les jours de ci, de ça. Nous n'avons pas de référents parce que nos référents ont été jetés aux oubliettes. Alors, lorsqu'il y a eu ce construit sur l'individu, vous voulez qu'il devienne quoi? Il devient, je peux appeler ça un peu hybride, parce qu'en réalité, il ne sait même pas d'où il vient et il ne saura jamais où il va. Dans la situation concernant les masses critiques, aujourd'hui, il y a un certain réveil qu'on remarque. Mais nous ne sommes pas responsables du devenir. Le PURS a été légalisé il y a 15 ans exactement. Le PURS est dans la scène politique donc depuis 15 ans. Le PURS n'a jamais occupé une fonction au sommet de l'État. Le PURS se bat justement pour changer la donne à travers une rupture totale avec le lait colonial. Mais qu'est-ce que vous prêchez aux autres partis politiques avec lesquels vous avez échangé, avec lesquels vous avez travaillé dans l'objectif d'arriver justement à trouver un candidat qui satisfasse, on va le dire, le désir du peuple camerounais? Il y a certaines difficultés pour avoir été au centre, je suis chargé du pôle politique, donc j'ai quand même été au contact avec certaines réalités, en off, comme vous voulez. Nous avons des problèmes d'ego. Des égos extrêmement surdimensionnés. J'ai même eu affaire à des partis politiques qui, ma foi, n'ont pas véritablement une assise, mais qui revendiquaient des choses que vous n'imaginez pas. Or, il s'agissait de se mettre ensemble d'abord et de travailler pendant des jours pour mettre en place un programme politique commun. Au-delà donc des égos, il y avait ce conflit générationnel. Il y a des partis qui n'ont même pas accepté faire partie qui n'ont pas accepté se rapprocher et épouser ces démarches. Voyez-vous? Et ces partis-là aujourd'hui sont là, mais n'assument pas la responsabilité parce qu'ils ne sont pas obligés d'assumer la responsabilité. Mais c'est le peuple qui revendique aujourd'hui. Mais ce peuple, à l'analyse de ce que moi j'ai vécu, je crains que nous soyons en train de l'abuser. Parce qu'effectivement, il faut mettre du contenu au changement. Le contenu qu'on aurait dû mettre au changement, qui est devenu pratiquement ce qu'on appelle, les mamans appellent le cube magie, sans publicité, ce contenu devrait s'adosser sur une dimension idéologique. Il ne s'agit pas seulement de changer le régime, il s'agit d'apporter des questions, des réponses adéquates et appropriées aux problèmes que le Cameroun rencontre depuis 1918, depuis même l'époque de la colonisation allemande. Voyez-vous? Donc le changement doit cesser d'être, comment je dirais ça, un slogan creux. Il faut donner du contenu à ce genre. Et ce contenu aurait justement dû être mis en place de manière consensuelle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le temps presse. Et au sein du PURS, nous avons quand même parallèlement mis en place une alliance qui s'appelle l'Alliance Podol, qui a été rejointe par des partis de politique et des associations. Et on continue d'ailleurs à travailler dans ce sens en espérant qu'on ne désespère pas. Peut-être qu'il y aura. On va revenir sur ces alliances ou alors ces consensus sans candidats qui ne sont pas soutenus malheureusement ou alors heureusement, ça dépendra de vous, des candidats déclarés à la présidentielle. Mais Roland Tapi,
Est-ce que finalement on ne se trompe pas? Est-ce que ce n'est pas une trop grosse responsabilité que l'on a confiée aux partis politiques de l'opposition? Le docteur Itoke parlait de... Il a dit tout à l'heure qu'on vient pour gagner. C'est-à-dire que si on ne s'entend pas sur un programme, on vient pour gagner. Il faut y aller, même si en face, on sait qu'on a affaire à un mastodonte. Responsabilité, cela va de soi. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les populations qui ont confié ces responsabilités aux partis politiques ou aux candidats. Chacun est allé librement, jouissant de tous ses droits civiques et autres, candidater. Je parle de la responsabilité de la coalition qui a commencé avec le groupe de Douala. Il y a eu l'APC, finalement l'Union pour le changement en 2025. Responsabilité dans le sens où je comprends pas bien la Les question. candidats qui ont été retenus devraient s'entendre pour présenter une seule candidature face à Paul Biya. Oui, nous avons déjà expliqué sur ce plateau plusieurs fois que, à l'état actuel, et même de manière générale, il est impossible d'avoir un candidat consensuel, ou plutôt un candidat unique. Il faut l'oublier. Parce que, de manière générale, quand deux personnes sont déjà ensemble en train de parler de la même chose, il y a toujours, qu'on le veuille ou pas, une divergence quelque part. Combien de fois quand ils sont 11? Plusieurs. Quand ils sont 11 personnes matures qui ont des ambitions et on est dans une situation où justement chacun pense que le simple fait d'avoir été accepté comme candidat fait de lui un demi-dieu et qu'il tient désormais le destin de tout un peuple entre ses mains et que pour venir le lui arracher, il faut lui présenter quelque chose de sérieux. À ce stade-ci, je ne cesse de dire, tel qu'on évolue, on va se retrouver au soir du 11 octobre avec 11 candidats consensuels. Chacun ayant construit son consensus de son côté avec les groupes d'associations et autres qui le soutiennent et qui le présentent comme candidat consensuel. On a déjà Issa Chiroma, qui a été présenté par un groupe. Mettez un stop Roland, vous allez revenir. Ouais. Je reviens sur ma question de départ. Est-ce que ce n'est pas une trop grande responsabilité que l'on pense pouvoir confier justement à ces candidats de l'opposition là? On a pensé que ce serait simple de se retrouver tous les 11. On se dit, bon, on peut tirer au sort, une personne va présider cette coalition là, et puis on mettra sur pied un gouvernement d'union nationale par exemple, qui aura 3 ou 4 ans, le temps de réorganiser les institutions pour réorganiser le pouvoir. J'insiste sur cette question. Est-ce que ce n'est pas une trop grande responsabilité qu'on leur a confiée finalement? Que les peuples leur ont confié peut-être. D'abord, l'organisation de la société civile est suivie par l'opinion publique. D'accord. Je redis une fois de plus. On ne leur a pas confié. C'est eux qui se sont mis en position de pouvoir incarner aujourd'hui cette responsabilité. C'est eux qui sont les candidats. Et si on est dans une logique où il faut tout faire pour sortir, pour changer, pour avoir autre chose, que des enfants ne continuent pas à accoucher des enfants et des arrière-enfants en connaissant le même président de la République, que le Cameroun change un peu de donne, en étant plus le seul pays africain qui, depuis 1960, depuis 65 ans, n'a connu que 2 présidents. Ça, c'est malheureusement le cas pour le Cameroun. Que le Cameroun sort de la situation où, doté de beaucoup d'atouts, étant présenté comme l'Afrique en miniature, étant présenté comme la locomotive de l'Afrique centrale, a complètement, je dirais, lavé dans l'eau le poisson qu'il avait entre les mains, bafoué tous ses avantages. Est-ce que le Cameroun peut aujourd'hui reprendre sa position, redorer son blason? Si on est tous dans cette logique, il est clair que les 11 candidats qui sont en face du candidat sortant, Paul Biya, ont une lourde responsabilité et ils devraient prendre conscience de cette lourde responsabilité et cesser de s'amuser. Parce qu'ils sont en train de s'amuser jusqu'ici. Je le dis pourquoi? Parce que être candidat, c'est d'abord déposer un 30 millions de francs CFA quelque part. Je ne pense pas que tous ces candidats-là sont des, je veux dire quoi, des philanthropes
qui sont venus là pour déposer 30 millions de francs CFA et puis les passer par perte de profit en se rangeant derrière les autres. On leur a donné une ouverture. De toute façon, la loi leur donne des ouvertures pour récupérer cet argent, même comme ils ont été candidats, en désistant avant l'impression des bulletins de vote. Jusqu'ici, vous constatez que tout le monde est allé à Elecam confirmer ses couleurs, ses logos. Et si d'autres sont même allés jusqu'au Conseil constitutionnel pour se batailler contre la position d'une main qu'on a soulevée. Où sont les débats dans cette affaire-là? Et quand on a fini de faire ça, on vient aujourd'hui nous parler de la recherche de candidats consensuels. Je me pose bien la question de savoir, ceux qui, à terme, probablement accepteront de se ranger derrière les autres, se feront rembourser leur argent par qui, ou bien vont le laisser comme cadeau au trésor, ou bien ils vont poser comme l'une des conditions que comme si on se range derrière vous comme ça, une fois que vous serez arrivé au pouvoir, il faut commencer par nous rendre notre 30 millions. Il prendra, est-ce que ce n'est pas une incitation à aller commencer le premier pilleur des caisses de l'État pour rembourser ça? Il y a autant de questions qui se posent là, qui me font justement me poser la question, est-ce qu'ils se sont rendus compte de la responsabilité qui est la leur aujourd'hui, de la lourde mission qui est la leur? Parce que si on est allé jusqu'à entendre des propos du genre, même s'il faut que le diable arrive maintenant, qu'il arrive parce qu'on ne pourra pas plus souffrir que qu'on a souffert aujourd'hui. Et que ces genres de propos sont repris en écho par les populations, ça veut dire qu'on en a marre. Mais est-ce que tous ceux-là ont cette lourde responsabilité? Oui, aujourd'hui, ils ont une lourde mission. Oui, aujourd'hui, ils se sont mis en position de focaliser les regards sur eux pour, comment dire, en même temps, reposer les espoirs sur eux, mais sont-ils simplement conscients? C'est la question qui se pose. Ça, on est encore en train de parler de conflits générationnels, parler des idéologies. Est-ce que tout le monde a des idéologies, mais est-ce qu'on est sûr? Est-ce que la question essentielle a été répondue? Avons-nous le même objectif? Si on n'a pas le même objectif, soyons-en sûrs, on ne pourra jamais aboutir à une entente. Parce que si nous sortons tous de la maison, Juliana, et nous avons pour objectif d'arriver à quoi? Quittant du même quartier, par exemple, une chose est sûre, si des difficultés on trouve sur le chemin, on va s'entendre pour trouver au moins un moyen tout à fait pour aller. Mais si on commence à se tirer, alors il faut se poser la question si nous tous, nous deux là, sommes vraiment avons pour objectif d'arriver à quoi? Quand tu dis venons comme ça, d'autres disent que non, il faut d'abord que je dise comme ça. C'est là où la question est. Dans la question de la responsabilité qui se repose aujourd'hui sur les candidats, elle est vraiment importante, elle est lourde, mais la question reste, est-ce qu'ils sont conscients de cela, ou plutôt, ont-ils pu répondre à la question, que recherchons-nous? Est-ce qu'on est tous d'accord sur un objectif commun? Docteur, excusez-moi, Makon Mahoum, le Manidem a choisi Issa Tiroma, qui était d'accord avec les conditions proposées par le Manidem, c'est-à-dire un gouvernement de transition. Je parle sous le contrôle. L'UPC. Pardon? L'Union pour le changement. L'Union pour le changement, excusez-moi. L'UPC 2025, Union pour le changement. Issa Tiroma était d'accord. D'après l'UPC, des conditions. On apprend que le PUS a une coalition. Apparemment, une alliance, voilà. Apparemment, le PCN est le seul parti qui, jusqu'ici, n'a pas encore fait d'alliance ou de coalition pour la présidentielle à venir. Le mot consensus en français signifie accord de volonté. Il me souvient que si vous regardez la scène politique, je veux dire que si vous regardez la scène politique camerounaise, vous verrez qu'il y a de cela une semaine et demie, un regroupement clérical des pasteurs d'une certaine église ont apporté leur soutien à la candidature de l'honorable Cabral-Libye, des hommes de médias, des influenceurs, des humoristes, des musiciens et d'autres personnes. Le consensus ne veut pas forcément dire que il faille à tout prix avoir d'autres organisations politiques. On peut avoir des organisations de la société civile, on peut avoir des organisations syndicales.
le consensus que vous évoquez me pose un problème, celui de l'Union pour le changement 2025, non pas dans la démarche seulement, parce que ce n'est pas parce qu'on a prévu un meeting, qu'on en a donné une date, qu'on a convié tous les autres à la réflexion. Mais quelque chose d'intriguant, je trouve qu'il y a quelque chose d'intriguant en ceci qu'on a 11 candidats